Vous avez écouté la question de Laurence Ferrari hier soir, Monsieur Chenu? Bah oui, je la trouve courageuse, Madame Ferrari, parce qu'au milieu de tous ses collègues un peu moutonniers et soumis, c'est bien d'entendre une voix de la vie réelle. C'est vrai. Ben, on va l'écouter, on va écouter Il n'a Laurence. pas apprécié le président, mais il n'apprécie pas quand on lui parle de la vie réelle, faut dire. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé, si vous avez échangé ou pas d'ailleurs avec lui après, dans cette salle des fêtes de l'Élysée. Mais écoutons, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne hier soir, la question que Laurence Ferrari a posée au président de la République. Merci Monsieur Chenu. Merci, monsieur. Bonsoir Monsieur le Président, Laurence Ferrari, CNews Europe 1, Paris Match. Vous nous avez gratifié d'un certain nombre de mesures, de détails, c'est important. Ce qui nous intéresse, c'est la vision que vous avez pour notre pays, pour les 3 ans à venir, la fin de votre mandat. À nos yeux, ce qui est important, c'est sans doute l'éducation nationale, qui concentre tous les enjeux, toutes les fractures de notre société. Nous avons l'éducation nationale la plus chère au monde, au classement PISA. Vous le savez, nous ne brillons pas, notamment en maths. Au CAPES de maths, nous avons du mal à recruter. Il y a plus de postes que de candidats. Vous voulez qu'il chante la Marseillaise ? Pratiquement un jeune sur 2 ne sait pas situer la Révolution française, ne connaît pas la Shoah, ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la rafle du Veldiv. 48% des professeurs disent se censurer lorsqu'ils enseignent l'histoire dans leur classe. 1 sur 2 a peur en classe, peur de la violence des élèves, des parents et des terroristes. Je pense ce soir à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous voulez restaurer l'autorité ? La France doit rester la France, bien sûr. Comment faire de ces jeunes des citoyens éclairés ? Donnez-moi 5 mesures concrètes pour restaurer cette autorité. Soutenir les parents, c'est bien. Les responsabiliser, c'est mieux aussi. Et puis, il y a 17% des parents qui ont fait le choix du privé. C'est fort honorable, après tout. Est-ce que la guerre, école privée, école publique, n'a pas été relancée par votre ministre de l'Éducation nationale ? Merci pour votre réponse. J'ai le sentiment de donner une vision et des mesures concrètes. Je crois que vous venez vous-même de poser une question et de donner votre vision. Et ceci étant dit, non, vous n'avez pas donné. C'est ça qui est formidable dans cette société. Je n'ai fait que donner des faits, Oui. des chiffres. Et voilà. Et la réponse du président, c'est vous donnez votre vision, comme si c'était interdit d'avoir une vision. Bon, d'accord, moi, je ne suis pas Sainte Bernadette, je n'ai pas des visions. Simplement, là, ce sont des faits très précis. Il ne répond pas à aucun des items de ma question. Les Français, les plus jeunes Français ne savent pas situer la Révolution française sur l'échelle du temps. Ils ne savent pas ce que c'est la Shoah, la rafle du Veldiv. Est-ce qu'ils mesurent la gravité dans laquelle nous sommes ? Je ne suis pas sûre. Vraiment, Pascal. Mais comment vous interprétez d'abord la réaction de la salle, c'est intéressant, et comment vous interprétez la réaction du président de la République qui, on le voit, en fait c'est un président qui ne supporte pas la contradiction. C'est très intéressant. Il est très en colère lorsqu'on sait décoder Emmanuel Macron, et très en colère par votre question, très énervé, et il répond d'ailleurs sèchement, avec en plus une forme de malhonnêteté. Donc comment vous interprétez ça ? Alors, la réaction de la salle, j'avoue que je m'en fiche. En revanche, celle du président, oui, vous avez raison. En 2019, j'étais aussi de celle qui lui avait posé une question qui l'avait fâché sur le travail et les Français. C'est notre rôle de journaliste. On n'est pas là pour être servile, on n'est pas là pour écouter benoîtement pendant 2h30 les Yaka Faucon. Donc je me sens dans mon rôle, ni plus ni moins, sans aucune agressivité, en donnant des faits, des chiffres. Qui ne supporte pas la contradiction, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je représentais des rédactions, celle de CNews, celle d'Europe 1, celle de Paris Match. J'estime d'ailleurs qu'on ne nous a pas beaucoup passé le micro, et ça, c'est un vrai problème, un vrai sujet. Vous pensez qu'après votre question, il y a eu sanction et que... je ne sais pas si c'est lié à ma question, ou si c'est simplement peut-être que l'Élysée avait peur d'un certain nombre de questions sur d'autres sujets. Je constate qu'effectivement, notre groupe a eu droit à une question, quand d'autres ont droit à 5, 4 ou 3 questions. Donc là, il y a une vraie forme de disproportion, ce n'est pas très grave. En revanche, voilà, je trouve qu'il faut que le président supporte la contradiction, qu'il se frotte peut-être à d'autres cerveaux que le sien. Vous l'avez invité régulièrement sur vos plateaux, Pascal. Est-il venu depuis 2017 ? Pourquoi donc ? Il n'est jamais venu sur le plateau de CNews. Alors on va peut-être être avec Grégory, qui est horticulteur. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Pascal, bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour. Quel est votre sentiment sur cet échange ? Alors écoutez, moi je voulais revenir sur le discours
d'Emmanuel Macron que... Alors déjà, je voudrais dire quand même que quand je vous entendais tout à l'heure, effectivement, quand il traite le Rassemblement national, enfin qui traite, on va dire qui qualifie plutôt le Rassemblement national d'extrême droite, alors déjà moi ça m'énerve, je voulais le dire très rapidement, faut arrêter, il n'y a plus de parti d'extrême droite en France. L'extrême droite n'existe plus en France depuis très longtemps et ça je tenais à le dire. Hein. La véritable extrême droite, j'aimerais pas de la voir. Hein. C'est de renverser la République avec violence et je pense qu'aucun parti ne renverse la République avec violence. Donc voilà, je tenais à le dire déjà très rapidement. Maintenant, je voudrais revenir sur les belles phrases d'Emmanuel Macron, président de la République. Moi, je reviens aussi sur sur ce qu'il a fait la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu un remaniement. Le remaniement, donc il a nommé Premier ministre Gabriel Attal. On verra bien ce qui va se passer, ce n'est que le début. Mais par contre, je vois qu'il y a toujours Éric Dupond-Moretti. Moi, je vois qu'il y a énormément... La France est devenue peut-être l'un des pays d'Europe le plus dangereux. C'est quand même très grave. 120 coups de couteau par jour, hein, vous le dites vous-même, hein, Pascal. 120 coups de couteau par jour en France. Tout ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit à Crépol, que ce soit il y a quelques années la petite Lola, que ce soit et puis la jeune Claire qui s'est fait agresser par un OQCF. Hein, c'est complètement abominable. Et moi, je vois qu'on garde toujours Éric Dupond-Moretti. Je vois que les peines planchées ne sont toujours pas revenues. Que déjà Madame Taubira avait enlevé les peines planchées il y a quelques années et Monsieur Moretti, qui est son successeur, ne les a toujours pas remis. Je vois que lorsque un policier a été traîné sur plusieurs mètres sur une grosse distance, renversé par une voiture, le conducteur n'a eu seulement que 35 heures de travaux d'intérêt généraux. Moi, écoutez, je ne comprends rien. Et on garde Éric Dupond-Moretti. C'est pas Éric Dupond-Moretti forcément qui fait les qui fait les jugements et qui prononce les jugements dans le cas que vous venez de citer. Mais c'est vrai que sa politique n'est pas la plus sévère possible en termes de judiciaire, bien sûr. Mais c'est un avocat, donc vous ne pouvez pas demander à un avocat d'être le plus sévère. Un avocat qui a défendu les criminels quasiment toute sa carrière et on le met ministre de la Justice. Robert Badinter a aussi été un avocat. Alors les peines planchées, c'est un sujet sur lequel beaucoup de magistrats se sont exprimés. Ils n'ont pas envie d'avoir des peines planchées parce que c'est aussi attaquer la liberté des magistrats, la marge de manœuvre des magistrats. Merci en tout cas Grégory. Laurence. Merci à vous. Pascal. Laurence reste avec nous jusqu'à 12h. Oui, super. Et vous n'avez pas échangé après avec le président de la République ensuite? D'abord, je ne me suis pas approchée de l'accord des ministres et du président qui se sont éclipsés très vite par une porte dérobée afin de ne pas pouvoir échanger avec les journalistes. Et ils venaient d'échanger pendant 2h15. Vous trouvez que c'était un échange, vous? Mais il ne faut pas y aller. Moi, j'ai dit hier, c'est autre chose. Que les journalistes sont des faire-valoir dans ces cas-là. C'est-à-dire que vous pouvez une question, mais vous ne pouvez pas relancer. Ah, mais ils vous prennent le micro tout de suite, donc vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas relancer. On avait annoncé ce qui se passerait et il s'est passé ce qu'on avait annoncé. Donc, en revanche, ce qui est intéressant avec un président de la République, c'est qu'il accepte de venir en tête-à-tête, pourquoi pas avec vous. Moi, je serai le président de la République, je viendrai chez Laurence Ferrari. Voilà, en tête-à-tête avec lui pendant 1 heure. Et ça, là-dessus, vous pouvez simplement poser les questions que les gens se posent d'ailleurs. Vous porterez les questions de ceux qui nous écoutent matin, midi et soir et qui, à travers vous, auront le sentiment d'être représentés dans leurs questions. Mais oui. Il est 11h44. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ça va être l'heure de la pause, vous savez. Et je prends régulièrement des pauses dans cette émission. Je tiens à dire que Laurence, lorsqu'elle avait animé cette émission, parce que je fus malade pendant toutes les 48 idoles heures, vacillent, Pascal. Et elle m'avait dit qu'elle était très contente d'animer cette émission, qu'elle avait pris beaucoup de plaisir, et notamment grâce à vous, Fabrice. Merci beaucoup, mais c'est réciproque. Grâce à l'équipe. En tout bien, tout honneur, Pascal. C'était avant que monsieur Boubouk ne gagne au loto 87 millions d'euros. Vous êtes au courant de l'affaire, Laurence Ferrari? Il a gagné autant? Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui et on a appris cette nuit qu'un Français avait gagné 87 millions d'euros. Donc on se dit que c'est peut-être monsieur Boubouk. Du coup, on a madame Boubouk qui s'appelle Élise et on arrive à le joindre Non, justement. Il répond pas. Ben non.
Il est Alors, peut-être on dans va un faire avion, sonner. là. C'est On va- inquiétant, quand alors, même. je voudrais qu'on appelle Monsieur Boubouk et À qu'on mette à l'antenne le. On va faire ça, on va le- on va et le je vais rappeler laisser après un la message. Hein. Exactement. Il y a un répondeur, j'imagine. Oui, il y a un répondeur, Bon, à tout de suite. 11h, 13h, Pascal Praud sur Europe 1. Emmanuel Macron sur les émeutes de l'été dernier. Alors ça, effectivement, je ne l'avais pas vu venir hier soir. Le président donne une analyse sur les émeutes du mois de juin. C'est selon lui la responsabilité des réseaux sociaux, de l'oisiveté, de ces jeunes qui n'allaient plus à l'école, paraît-il, depuis le mois d'avril. C'était donc de la faute de Jean-Michel Blanquer. Ou des familles monoparentales. L'immigration n'est jamais citée comme cause et la haine de la France n'existe pas dans le monde merveilleux d'Emmanuel Macron. On écoute le président de la République. Est-ce que c'est un problème d'immigration, comme j'ai dit ? Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème d'immigration. C'est pour ça que j'ai assumé qu'on porte une loi. C'est un sujet. Il faut mieux maîtriser nos frontières, lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce que c'est la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain ? Non. C'était des jeunes de nationalité française pour une quasi-totalité nés en France. Qu'il y a un problème d'intégration derrière ? Oui. Il n'y a pas besoin des émeutes pour le savoir. Mais c'est plus compliqué ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé aux maires dans les 500 communes où il y a eu ces émeutes, d'abord elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Nous sommes avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel qui habite dans le Cantal. Bonjour Pascal. Merci Et d'être avec bonjour à nous. Laurence également. Bonjour Pascal. Il s'appelle Jean-Michel. Ah bah oui, voilà, moi je parle... Bonjour Jean-Michel, pardon. Vous savez que c'est une émission où on parle avec les auditeurs. C'est pas vrai. Cher Laurent. Je l'ai faite Pascal, je l'ai faite, je vous rappelle. Jean-Michel, que pensez-vous de l'intervention du président de la République sur les émeutes ? Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué hier soir, une forme de déni sur ce qui s'est passé au mois de juin. Il veut toujours faire du en même temps quelque part. C'est-à-dire que il veut pas trop froisser certains, mais on sait très bien d'où vient le mal. Parce que on est entièrement d'accord avec lui, mais c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a de la délinquance dans les banlieues. Moi, j'ai assisté il y a une vingtaine d'années à quelque chose d'horrible. C'était des jeunes filles qui, pour une querelle, ont fait flamber une tour. Il y a eu 18 morts. C'était sur la Île-et-Rose. C'était en septembre 2003, vous voyez. Et c'est parti d'une bêtise de querelle entre gamines. Bon, depuis, on avait quand même largement le temps d'évoluer, de faire des choses. Et je pense que c'est vraiment à la base qu'il faut travailler. Moi, je me souviens, et comme vous, on a à peu près le même âge, Pascal, quand on était à l'école, on écoutait le maître, on était punis. Si on était punis, souvent les parents nous donnaient une deuxième punition et ça nous recadrait pour une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit un professeur n'a plus le droit de se faire respecter et je pense que c'est la bascule, elle se fait quand on passe du primaire au collège. Puisque là, les jeunes sont déjà beaucoup plus matures aujourd'hui et ça a besoin d'être beaucoup plus encadré. Alors, c'est pas forcément une question d'origine, bien évidemment. Quand on a des populations et en masse, il y a un problème de quantité aussi. Nous, dans des zones rurales où on est très peu d'habitants, les enfants dans les écoles, tout le monde se connaît. Dès qu'il y a un enfant qui fait une bêtise, les parents, les uns les autres, on arrive à discuter avec eux et puis à boucler et puis à faire en sorte que ça s'arrange. Quand vous êtes dans des villes de plusieurs milliers d'habitants, dans des mégapoles, et c'est un peu ce que là où veut nous emmener le président, parce que hier, la ruralité, par exemple, il n'en a pas parlé. Donc ils veulent parlé vraiment de la dette non plus, qui est absolument ils veulent vraiment mettre les populations dans des cases. Et puis derrière faire en sorte que les gens obéissent à telle ou telle chose. Donc quand il dit faire du théâtre aux enfants, mais c'est pas du théâtre qu'il faut faire, c'est bien en amont qu'il faut travailler. Laurence Ferrari. Vous avez raison, Jean-Michel. Il y avait sur la question très précise des jeunes émeutiers, Pascal, vous mettez le doigt dans le mille. Quand il nous dit c'est parce qu'ils étaient désœuvrés, ils ont brûlé quoi ? Les médiathèques, les bibliothèques, les écoles. Qu'est-ce qu'ils ont brûlé ? Ça. D'accord ? Donc l'accès à la culture, c'est faux. Ils y ont accès. Il y a, encore une fois, des médiathèques dans tous les quartiers qui ont été rénovés par l'ANRU. Donc faux. Complètement hors sol comme réponse. Et Jean-Michel a raison encore une fois. Il est à côté de la réalité. Il est à côté d'une société qui est en train de se fracturer et dont il ne veut pas entendre les craquements.
C'est terrible. Et la question, effectivement, méritait d'être posée et la réponse n'est pas venue. Jean-Michel, je vais vous remercier grandement d'être intervenu. Alors, j'avais juste un petit message à dire à Laurence. Oui. Parce que moi, je vous suis souvent en voiture, parce que je fais des livraisons. Merci. Donc, le matin, entre autres, le samedi matin avec les grandes voies, là, je suis passionné. Et puis, donc, quand je pars à mon travail avec Vladimir, le matin, c'est pareil. Donc, j'aime bien vous écouter. Dimitri. Avec Dimitri, le matin. Et puis, toute l'équipe, bien sûr. Juste une chose. Je suis un militant des Républicains. Donc, je peux vous assurer que nous, les Républicains, on est vraiment des gens cohérents avec notre vision des choses. Nous, que Rachida Dati, que Sarkozy soit parti derrière M. Macron, c'est leur souci. Mais nous, on est quand même des gens très solides. On a des députés qui se font réélire à 70%, plus que la fois d'avant. Quand on se voit, c'est régulièrement. On est au contact de la population. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui manque à la fois au Rassemblement national, à la Macronie. Ce sont des gens qui ne sont pas sur le terrain. Il y a très peu de membres de ces partis-là qui ont des mandats locaux. C'est vrai. Il y a un vrai ancrage local DLR et ça, c'est indéniable, Jean-Michel. Je vais remercier Laurence Ferrari, qu'on pourra écouter évidemment sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. 18h-19h. 18h-19h Punchline. Et bravo pour vos résultats d'audience, Laurence, à la fois sur CNews et également sur Europe 1, puisqu'ils sont de plus en plus d'auditeurs à vous écouter. Écoutons la radio Europe 1, la bleue. Exactement, dans la Maison Bleue, maison dans laquelle vous avez commencé, je moi, le je suis née rappelle. ici. Vous faisiez vraiment le téléphone rouge. Un téléphone rouge au cœur de la rédaction. Il y avait 4 téléphones rouges et les auditeurs appelaient quand ils avaient une information. On leur donnait 500 francs à l'époque. Voilà. Et donc, quand il y avait une bonne information, moi, j'étais chargée de transmettre à la rédaction. Et quelle est l'information la plus importante que vous ayez eu à Écoutez, gérer? la disparition de Pauline Lafont à l'époque. Vous vous rappelez cette actrice merveilleuse et qui avait disparu dans les Cévennes. Et je me rappelle aussi avoir eu un jour au téléphone Alice Sapritch qui nous avait appelé au téléphone rouge. Il y avait eu des nouvelles un peu alarmantes sur sa santé. Elle avait appelé au téléphone rouge. Bonjour, ici Alice Sapritch. Je ne suis pas encore tout à fait morte. Je vous embrasse. Vous vous souvenez d'Alice Sapritch qui était imitée par Thierry Leluron. Oui. Qui disait chérie, ah mon chéri, qui parlait comme ça et qui est inoubliable, notamment dans la Folie des grandeurs. Mais elle n'a pas fait que ça, parce que c'est une grande tragédienne, une grande actrice de théâtre, et on ne retient d'elle. Elle avait fait Vipère au point, où elle jouait Folcoche, bien évidemment, l'adaptation de Bazin. Ah, ça c'est drôle, ça. Ah, oui. Ça, moi, je suis un bébé européen. J'ai fait tous les échelons ici. C'est un bébé tout court. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous. Merci avec vous. mon Pascal. Merci Laurence. Et la pause, et nous revenons dans une seconde. Avec